Bonjour Nathalie, Bonjour Laetitia. merci de nous recevoir chez toi pour un sujet particulier aujourd'hui, Oui, puisqu'on va parler d'addiction. Car aujourd'hui tu es addictologue, oui, alcoologue et coach de vie. c'est bien ça. Voilà. Merci à toi d'être venu à ma rencontre pour parler d'un sujet effectivement encore trop souvent tabou à mon goût. Euh, et de faire le lien aussi avec la spiritualité sur le parcours de rétablissement. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement et surtout un petit peu nous raconter ton chemin de vie et les étapes qui t'ont conduit aujourd'hui à faire ce métier? Oui. Alors, donc j'ai 48 ans, je suis maman d'une jeune fille de 19 ans. Et en fait, ce qui m'a amenée aujourd'hui à être alcoologue, addictologue, c'est un parcours personnel. Vers l'âge de 35 ans, j'ai sombré moi-même dans l'addiction, dans l'alcool. Principalement à la suite d'une opération de bypass qui est une opération pour maigrir, mais pas que. Et voilà, cette descente aux enfers a été précipitée par un burn-out professionnel, parce que je travaillais dans la finance au Luxembourg. Et entre 2008, fin 2008 et fin 2013, il m'a fallu de nombreuses cures pour arriver à me sortir de cette addiction. Une fois que j'en suis sortie, donc après ma dernière cure de 6 mois et demi ici en Belgique à Malmedy, a commencé mon parcours aussi de développement personnel au vrai sens du terme, de reconnexion à moi, d'être moi enfin, d'être vraie, d'être entière, de comprendre le schéma des addictions. Et puis, irrémédiablement, moi je savais que retourner dans la finance au Luxembourg, la bouteille m'y attendait et elle m'y attend toujours. Oui. Donc, il fallait que j'ai décidé de redonner un nouveau sens à ma vie professionnelle. Et j'ai commencé par une formation de coach de vie, n'étant pas sûre de vouloir uniquement me consacrer aux addictions, de peur de me mettre en danger moi d'abord. Et finalement, une fois cette formation terminée, voilà, l'addiction m'attirait vraiment, mon cœur m'a emmenée vers l'addiction, le désir d'aider les personnes qui se trouvent dans la situation dans laquelle j'étais, dans l'enfer dans lequel j'étais. Donc c'est un chemin qui t'a conduit tout doucement à travailler sur le développement personnel, oui. Et à guider les gens un petit peu sur ce chemin-là, les gens que tu vas aider. Oui, tout à fait. Le développement personnel comprend vraiment pour moi de précieux outils qui m'aident à maintenir mon abstinence, ça c'est une chose, mais en plus à être heureuse dans mon abstinence. Parce que honnêtement, je pense qu'avoir une abstinence malheureuse ne fait pas de sens. Et donc tous ces outils que j'ai acquis et que j'acquiers encore et que je découvre au fil du temps sont des outils précieux pour maintenir mon abstinence. D'accord. Est-ce que toi tu peux donner une définition d'une addiction en général? Parce que c'est pas forcément évident. Non, c'est pas évident parce que c'est très stéréotypé dans l'image qu'on a dans la société. Mais une addiction, c'est quand une personne ne peut s'empêcher de consommer ou d'avoir un comportement dans certaines circonstances ou en présence de certaines personnes et parfois juste à certaines occasions aussi. Mais c'est un comportement ou une consommation d'un produit qui est faite malgré la connaissance de conséquences dommageables sur la vie sociale, sur la vie familiale, sur la vie professionnelle parfois, mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de continuer à consommer ou à se comporter de cette manière-là. Ouais. Et ça, on en avait parlé un petit peu la première fois qu'on s'est rencontrés. On parlait de la volonté. Et c'est vrai que moi, c'est pas forcément quelque chose que je savais pas finalement comment ça fonctionnait tant que ça, parce qu'on dit si tu as la volonté, tu peux y arriver, tu peux arrêter quand tu veux. C'est facile à dire, mais pour la personne qui est dans l'addiction, comment ça fonctionne? Est-ce que il y a vraiment un mécanisme
corporel en fait à prendre en compte. Il y a un mécanisme corporel, physiologique, qui se dérègle en fait quand on devient vraiment dépendant. Quel que soit le produit, moi je parlerai plus souvent de l'alcool parce que c'est ce que je connais bien puisque c'était mon addiction, mais c'est valable pour toutes les addictions à un produit. Il y a un dérèglement physiologique qui se fait dans le cerveau et qui, quand on est sous consommation, quand on est en période de consommation, nous empêche d'avoir recours à la volonté, au centre de la volonté qui se trouve dans notre cerveau, dans le lobe préfrontal droit, où se trouve également le centre du plaisir et de la récompense. Et donc, dans un premier temps, il est impossible de faire appel à cette volonté, parce qu'elle est inhibée, elle est imbibée même du produit. Et donc, la première démarche, c'est d'avoir recours à la motivation, de trouver les motivations pour s'en sortir. Alors, de préférence des motivations positives, mais bien souvent, au départ, dans les addictions, on part d'une motivation négative, c'est-à-dire je ne veux plus vivre ça, parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne fait pas la fête et on ne se lève pas un matin en décidant de devenir alcoolique ou toxicomane. C'est un mal-être qui s'exprime. Au départ, le produit consommé est une solution à un problème, la première qu'on a trouvée, parce que voilà, on est dans des circonstances de vie où l'alcool, on est dans des sociétés où l'alcool est très présent, et avant de devenir un problème. Finalement, le produit devient un problème et demande alors un accompagnement pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont bien à savoir pour les proches des personnes qui sont dans les addictions, parce que après, il y a plein de cas de figure différents qui vont être personnels. Oui. Quelles sont les méthodes que toi, tu as expérimentées pour sortir de cette addiction et que peut-être tu proposes aux gens qui viennent te voir aujourd'hui? Oui. Alors, la première question qu'il faut se poser quand on est addict, quand on est dépendant, c'est à quoi me sert le produit ? Que ce soit la nourriture aussi, une drogue ou une drogue dure, enfin, comme on a l'habitude de le dire, parce qu'il n'y a pas, je préfère dire même drogue illicite, et parce que l'alcool est une drogue dure aussi. Donc, quel que soit le produit utilisé, la première question à se poser, c'est quelle est la fonction du produit dans ma vie? À quoi me sert l'alcool? Ou à quoi me sert la drogue? À partir de là, eh bien, par exemple, un exemple plus concret, l'alcool me sert à me récompenser en fin de journée. C'est souvent le cas. Ça, c'est des grandes lignes qu'on rencontre. Après, chacun a des petites finesses, hein, parce qu'un addict, une raison et une histoire et une manière de s'en sortir. Chacun doit trouver la sienne. Non, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de protocole préétabli qu'on va appliquer à chaque personne. Chacun doit trouver sa manière de s'en sortir. Mais quand on a cette base-là de travail, eh bien, voilà, tiens, l'alcool m'aide à me récompenser en fin de journée. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans ma vie pour me récompenser d'une autre manière? Alors, ça peut être manger quelque chose d'agréable, ça peut être, je prends 15 minutes en rentrant chez moi le soir pour regarder quelque chose qui me plaît, écouter quelque chose qui me plaît, lire quelque chose qui me plaît, me récompenser de ma journée. Et c'est important déjà de se faire plaisir chaque jour aussi. Ça, c'est voilà, une des fonctions. Maintenant, chacun en a plusieurs. Et puis, on démarre de là, parce que ça peut être aussi des choses pratiques, ça peut être des choses aussi, par exemple, moi personnellement, l'alcool me permettait d'exprimer mes colères et mes frustrations, parce que j'étais quelqu'un qui ne disait jamais rien. Je ravalais beaucoup, j'étais très très introvertie, mais quand j'avais bu un coup, alors là, tout sortait, évidemment pas de la bonne manière, et pas nécessairement à la bonne personne. Et donc, un travail que j'ai fait sur moi au départ, c'est une fois que j'ai pris conscience de ça, c'est d'apprendre à dire, à exprimer mes colères et mes frustrations de la bonne manière et d'écouter le retour de la personne à qui je vais l'exprimer. Mais ça
Ça ne doit pas être nécessairement des grosses choses, hein. Moi, j'ai commencé par des toutes petites choses. Ça a été un apprentissage, c'est de dire, voilà, dans le centre où j'étais en cure, le dernier centre, on participait aux tâches de la gestion du centre. Et si j'étais en charge de mettre la table, par exemple, et qu'une personne le faisait avec moi et qu'elle mettait les couverts de travers et que moi, je tenais à ce qu'ils soient comme ça, voilà, gentiment dire, bah, tu sais, moi, je préfère, voilà. D'accord. Ça, c'est des petites choses pas à pas, puis après, apprendre à exprimer des choses plus difficiles. Parce que je pense que c'est facile pour personne de dire à quelqu'un, tiens, ben, là, je suis blessée, alors utiliser la CNV aussi, ça, c'est un outil qui aide beaucoup dans la communication, dans la gestion de la relation. Et puis après ça, ben, sortir d'une addiction, c'est mettre en place des changements de vie. Ouais. Principalement, je pense qu'après, c'est un chamboulement. Quoi. Oui. Mais c'est pas juste arrêter de consommer. Beaucoup de personnes pensent, ben, il a qu'à arrêter de boire, ou il a qu'à arrêter de se piquer, ou il a qu'à arrêter de sniffer. Non, c'est beaucoup. Ça, c'est en fait la partie la plus simple. Limite. Il faut construire après quelque chose. Voilà, qui il faut construire. Tenir, ça. Exactement, oui. Juste arrêter de consommer le produit. Ça ne va pas servir à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose. Personne reste dans son non. canapé. Ou ça ne tiendra pas sur le long terme, en tout cas. Voilà. Et donc, moi, le premier travail que j'ai fait, c'est de comprendre ça. Après, c'est de me retrouver, l'estime de moi, la confiance en moi. Parce que ben, quand on est dans l'état dans lequel, en tout cas, moi, j'étais arrivée à une consommation vraiment très, très forte. Hein, c'était jusqu'à 2 bouteilles de vodka par jour. Je ne faisais que ça, en fait, boire et dormir. Je buvais pour m'assommer, pour fuir la vie. Ben, quand on est dans cet état-là, et comme beaucoup de personnes, ben, on ne se voit plus que comme alcoolique ou toxicomane ou addict. Et la première chose, c'est de, ben non, je ne suis pas que ça. C'est une partie de moi, mais je suis aussi, ben, pour ma part, Nathalie maman, Nathalie fille, Nathalie sœur, Nathalie collègue de travail, Nathalie amie, Nathalie dans la société. C'est de me redécouvrir, me reconnecter à moi. Mettre en place aussi des choses ben, pour assumer les responsabilités des actes que j'ai commis pendant la période où je buvais, parce que je ne suis pas coupable, mais je suis responsable. Ça, c'est une grosse différence aussi à comprendre, c'est qu'on n'est pas coupable d'être addict, et limite, on n'est pas coupable des actes qu'on pose pendant cette période-là. Par contre, on est responsable. Ouais. On est responsable de ce qu'on en fait. On est responsable des actes que l'on pose. Okay. Et redevenir responsable, retrouver sa responsabilité, redevenir le capitaine de sa vie, ça c'est une des premières clés qui a créé un déclic en moi. C'est quand, voilà, dans le centre, un des directeurs a prononcé cette phrase, mais maintenant que vous êtes sorti de la dépendance, que le produit n'est plus en vous, en fait, vous redevenez le capitaine de votre bateau et vous choisissez d'aller à gauche ou à droite. Parce que pendant qu'on est sous consommation, ou en tout cas dans cette période-là, les pensées, l'énergie est uniquement consacrée à consommer. Ces pensées, combien est-ce qu'il me reste d'argent? Où est-ce que je vais aller acheter? Qu'est-ce qui est ouvert? Comment je vais cacher les cadavres? Parce qu'on cache aux proches. Comment je vais éliminer les cadavres? Mentalement, ça doit demander énormément d'énergie. Ah ben, toute l'énergie est consacrée à ça. On ne pense plus qu'à ça. Et pas par choix, parce que ça devient à un moment donné, quand on est vraiment dans la dépendance physique, c'est vital. Pour l'alcool, le sevrage à l'alcool est le seul sevrage qu'on ne peut faire seul. C'est dangereux, on met sa vie en danger en le faisant seul. Il faut le faire ou en hôpital ou en centre, ou assister médicalement à la maison, donc avec un médecin qui prescrit principalement c'est du Valium pour calmer les symptômes de sevrage. Parce qu'en sevrage non assisté, bien, on risque une crise de délirium tremens, et donc de se prendre pour un éléphant rose et de sauter par la fenêtre, c'est bateau, mais c'est pour expliquer. Ou bien vraiment, comme le cerveau a été imbibé pendant longtemps du produit,
Quand il se remet à fonctionner, quand le produit s'élimine et il se remet à fonctionner de manière naturelle, c'est un petit peu comme un vieux moteur qu'on n'a plus fait fonctionner. Et donc il crachote, il toussote, il y a des petites étincelles. Et il y a des petites connexions qui ne se font plus très bien et on risque d'arrêter de respirer. Ok. Voilà. Ok. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Oui, parce que je ne pense pas que beaucoup de gens soient au courant de tout ça, en fait. Non. Donc, par exemple, les autres drogues, l'héroïne, la cocaïne, le sevrage peut se faire seul. C'est difficile, c'est même douloureux physiquement, mais on ne met pas sa vie en danger. D'accord. L'alcool, oui. Ok. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux proches des personnes sous addiction, que ce soit parce que l'approche doit être compliquée. Déjà, on veut aider la personne. Oui. Si la personne refuse, comment toi tu peux amener les gens à trouver des solutions pour... parfois, est-ce qu'on est obligé d'être spectateur finalement, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses à mettre en place pour amener... Alors, c'est très très compliqué parce que la première étape, quand une personne est addicte, très souvent on passe par une phase de déni qui parfois est très longue et qui parfois en fait dans laquelle on ne sort jamais. Et le proche qui se trouve face à une personne qui est dans le déni, ou en tout cas le déni c'est quoi en addiction? Le déni c'est un voile que le subconscient met sur le conscient parce que la personne n'est pas prête ou n'est pas capable de faire face à cette réalité. Surtout aussi parce que dans notre société actuelle, les alcooliques et les toxicomanes sont étiquetés comme des personnes des moins que rien, qui n'ont aucune volonté, qui font la fête mais qui ne valent pas grand-chose. Et donc c'est difficile dans la société actuelle de dire moi je suis comme ça en fait. Et de comprendre que non, c'est pas ça, c'est une vraie maladie. Mais c'est une maladie dont on se sort uniquement en faisant le travail soi-même. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à notre place. Maintenant, les proches, moi dans les proches, il m'arrive d'accompagner des proches ou de recevoir les proches avec la personne parce que c'est important de comprendre que ces personnes, les proches comprennent aussi que c'est un travail de mise en place de changement de vie et que ça va impliquer des changements de vie dans la famille. Parce que dans une famille où un proche consomme, bien souvent, l'organisateur de la vie de famille, c'est l'alcool. C'est un petit peu comme un mobile où la pièce principale, la pièce centrale, c'est l'alcool. Et tous les bras, donc toute la famille qui sont les bras articulés du mobile, tournent autour de la consommation d'alcool de la personne. Quand on enlève l'alcool ou le produit, peu importe quel qu'il soit, le mobile, il est déstabilisé et il lui faut un petit tout. Les pièces du mobile sont déstabilisées. Il faut du temps pour que chacun retrouve sa place, son équilibre. Il existe, ce que je propose parfois, c'est pour aider la personne à embrayer vers un chemin de rétablissement et d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle la lettre de confrontation, qu'on peut utiliser sous forme écrite ou on s'en sert de base pour une discussion avec la personne. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas garanti de résultat. Et une fois que la personne souhaite, en tout cas sort du déni et entreprend une démarche d'accompagnement, eh bien les proches sont là, alors la position idéale qui n'est pas facile parce que les proches passent de la colère à essayer la méchanceté, à essayer la douceur, et quand on voit qu'il n'y a rien qui fonctionne, on se sent impuissant. C'est d'accepter que les proches sont impuissants. C'est de remettre ça entre les mains de professionnels. Maintenant, la meilleure façon, c'est d'aimer la personne, de lui rappeler que, et c'est un des outils qu'on utilise dans la lettre de confrontation, que la personne n'est pas que alcoolique. Par exemple, tu es mon papa ou tu es ma maman. Tu sais, en tant que papa, tu as telle qualité. C'est de les aimer, tout simplement. Donc cette lettre, c'est qui l'a fait? C'est le proche ou c'est la personne? C'est le proche. C'est le proche qui le fait à la personne pour... Une personne qui serait encore dans le déni ou qui ne serait pas vraiment dans le déni mais qui aurait du mal à embrayer le pas vers une demande d'accompagnement parce que c'est difficile de demander de l'aide. Parce qu'aussi, quand on demande de l'aide, on se sent... Beaucoup de personnes, en tout cas, visualisent ça comme une faiblesse. Et puis reconnaître aux yeux de l'extérieur qu'on a un problème d'addiction,
ben, c'est aussi costaud. La première étape, ben, c'est le reconnaître dans son entourage. Et puis après, ben, c'est... Oui, parce qu'à partir du moment où on entreprend une démarche pour aller mieux, ben forcément, ça va... Et puis mettre des mots, le reconnaître à l'intérieur de soi, c'est une chose. Mettre des mots dessus, ça te donne une autre forme, une autre dimension à ce qu'on vit. Et parfois, ben, certaines personnes, c'est très très compliqué. Ouais. Donc je pense que la meilleure position, c'est voilà, d'accompagner la personne, dire, bah, tu sais, bah, là, se renseigner éventuellement, il y a tel centre, ou dans telle clinique, ou telle personne, ou tel addictologue, un groupe de parole, accompagner, tiens, parce que c'est aussi, les groupes de parole sont très utiles dans les addictions, mais c'est très difficile de pousser la porte la première fois, même si on sait que de l'autre côté de la porte, il y a des personnes qui sont comme nous, qui ont le même parcours que nous, qui savent de quoi on va parler, c'est difficile. Et donc, certains groupes, pas tous, mais certains groupes acceptent que les personnes, les proches accompagnent, ou même un ami. Et donc, d'accompagner la personne, tiens, je vais t'accompagner la première fois pour pousser cette porte. Parce qu'une fois que la porte est poussée, qu'on a fait le premier pas, voilà, ça s'engendre. Et donc, il va y avoir l'approche, l'accompagnement, et puis l'après. Et puis l'après. L'après. Alors, c'est là, l'après, je vais dire, ça c'est vraiment là que le travail commence. Hein. Même les personnes qui vont en cure, c'est vraiment, on commence à mettre les fondations. On nettoie, on en profite aussi un peu pour se reposer si besoin est. Et puis, c'est après que le vrai travail commence. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans le développement personnel, de manière générale, et de l'ouverture à la spiritualité, c'est parce que je recherchais aussi, bon, j'ai toujours été un petit peu attirée par ça, même avant, mais là où ce sont des outils très précieux pour les personnes addictes, c'est qu'il n'y a pas de recours à des substances chimiques ou qui créent une autre dépendance. Il ne s'agirait pas d'aller arrêter de consommer de l'alcool pour se retourner vers les médicaments ou vers une autre drogue, ou arrêter la drogue pour se retourner vers l'alcool, etc. L'idéal, c'est de progressivement, encore une fois, et à son rythme, et dans le respect de soi-même et dans la bienveillance, c'est de sortir de tout produit et d'aller, grâce à toute cette technique qui sont à notre disposition, toutes ces méthodes, puiser en nous les ressources. Il y a des méthodes en particulier que tu pourrais proposer? Alors, moi je parle beaucoup de ce que j'ai expérimenté parce que c'est ce que je connais le mieux. La première chose que j'ai vraiment découverte qui m'a aidée, c'est la méditation. La méditation m'a aidée à me recentrer, quelle que soit la forme, guidée ou simplement se concentrer sur la respiration, la cohérence cardiaque, c'est une forme de méditation aussi, pour moi. Et à retrouver aussi, ça a tellement de bénéfices la méditation, la concentration. Moi je suis intimement persuadée que la méditation m'a aidée à retrouver la possibilité d'étudier, de me remettre à faire des études à 44 ans. Et puis voilà, quand moi je vais pas bien, quand j'ai besoin de me recentrer ou de retrouver un peu de paix ou de gérer une émotion compliquée, au lieu d'ouvrir une boîte de médicaments comme beaucoup font maintenant, parce que c'est comme ça la société, les médecins prescrivent à gogo ce type de je prends le temps, si j'ai que 5 minutes, ce sera que 5 minutes, mais je prends le temps nécessaire et je me fais une médite. D'accord. Soit juste comme ça sur une musique, bien souvent c'est plus des méditations guidées que je vais chercher sur internet, voilà, méditation guidée, gestion de si, et ça m'aide. Une autre forme de méditation qui est pour moi un précieux outil, c'est la pleine conscience. Oui. Alors, il y a la pleine conscience de manière générale, que beaucoup connaissent maintenant, on parle de plus en plus, mais il existe la méditation pleine conscience, prévention de la rechute. D'accord. Qui est une spécificité avec des outils bien particuliers pour les personnes addictes. Et je l'ai utilisé moi en tant
que personne addicte. Ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, ça a dépassé le stade des addictions. Donc au départ, ça m'a aidé à gérer les envies et à ne pas y succomber. Mais dans ma vie quotidienne, la pleine conscience m'aide à vivre autrement. Et j'ai trouvé cet outil tellement extraordinaire et tellement facile que je me suis formée. Ok. Et donc aujourd'hui, donc tu peux vraiment guider les gens dans cette démarche, quoi. Voilà, c'est le même programme que la pleine conscience plus générale. Donc c'est un programme de 8 semaines, une séance de groupe par semaine, un travail quotidien d'une 20aine de minutes pour acquérir des outils et intégrer la pleine conscience dans sa vie quotidienne. Oui, sur le long terme. Ouais. Et puis après ça, il y a toute une panoplie de soins énergétiques. Que ce soit le Reiki, différents soins, même des canalisations, des méditations de groupe. Il y a la logosynthèse, les soins cristallams, enfin voilà. Oui, il faut vraiment que la personne aille vers ce qui lui parle. Voilà. L'important, c'est de dire, tiens, ça me parle un petit peu, je vais essayer. Après, si c'est pas ça, il y a tellement aujourd'hui de possibilités et de personnes qui peuvent nous offrir ces soins-là, qu'il ne faut pas s'arrêter à une expérience malheureuse non plus. Il faut dire, ok, parce que le contact n'est pas passé avec la personne, parce que ce jour-là, peu importe, mais ne pas lâcher parce que ce sont des outils tellement précieux. Oui, ou la méthode ne convient pas. Ou la méthode ne convient pas, oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment, pour moi aussi, une manière d'aller toujours rechercher en soi les ressources que nous avons tous. Parce que je suis intimement persuadée qu'on a tous en nous les ressources nécessaires pour s'en sortir quand on est face à un problème d'addiction. Seulement, voilà, la vie quotidienne fait qu'à un moment donné, des événements de vie, même des blessures anciennes, font qu'on enfouit tout ça sous un tas de choses et qu'il est parfois nécessaire, souvent nécessaire, de demander de l'aide et d'utiliser certaines techniques pour aller rechercher tout ça en soi et apprendre des manières d'utiliser ces ressources. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter Après, j'imagine que c'est un travail de tous les jours, même quand c'est fini, entre guillemets, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que c'est réellement fini un jour? Ça n'est jamais fini. Je suis toujours alcoolique. Je le serai jusqu'au bout de ma vie parce que, voilà, ce n'est pas une maladie dont on guérit. C'est une maladie dans laquelle on peut être en rémission tant qu'on ne consomme pas. La toxicomanie, c'est pareil. Maintenant, je suis abstinente depuis bientôt 6 ans. Dans un mois, ça fera 6 ans. Mais je reste vigilante. Oui, ça reste un travail de tous les jours. Alors, au début, les envies sont très fortes. Ce sont des vraies envies, l'eau à la bouche. Et puis, plus le temps passe, plus les envies s'estompent, plus les envies s'espacent aussi dans le temps. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des pensées, mais je reste vigilante. Ma vigilance s'est un peu relâchée par rapport au début, mais elle est toujours présente. Et régulièrement, j'ai moi mes petits trucs qui me permettent de maintenir ma vigilance. Parce que c'est ça le danger, c'est que quand on va bien, quand on est abstinent et heureux, le risque est dans l'euphorie du bien-être de lâcher cette vigilance et se croire peut-être guéri. Et là, on prend des risques. Moi, voilà, une de mes méthodes principales, je pense à un monsieur que j'ai rencontré tout au début de mon parcours de soins. J'étais en cure. C'est un monsieur qui avait été abstinent depuis 27 ans. Et justement, sa fille se marie et se dit, ça fait 27 ans, je peux me permettre un verre au mariage de ma fille. Non. En 3 semaines, il était retombé, mais vraiment très très bas. Et bon, il a réagi très vite. Et ça, c'est bien. Quand on est sur un parcours de rétablissement face à un problème d'addiction, la rechute ou l'écart fait partie du processus. C'est rare, les personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est d'en faire un outil de travail. C'est-à-dire, ok, là j'ai rechuté, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle émotion j'étais? Dans quelles circonstances? Tiens, ça me fait comprendre que j'ai manqué. Peut-être qu'il me faut renforcer cette partie-là de moi, ou la gestion des émotions. Voilà. Il faudrait partir tout de suite
dans le travail là tout de suite, plutôt que de s'auto-flageller peut-être. Oui, oui. Bien souvent, hein, c'est ça. Oh, j'ai rechuté, je vaux rien, parce qu'on se sent coupable. Évidemment, on fait à nouveau souffrir l'entourage, on repère la confiance. Mais c'est normal. Mais dire, ok, c'est un écart, ça arrive. Moi, je préfère dire écart quand c'est une reconsommation ponctuelle parce que c'est moins négatif, c'est moins péjoratif. Maintenant, on parlera de rechute si ça dure dans le temps. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Mais même si ça dure dans le temps, quelle que soit la période, on a toujours la possibilité de dire « Ok, stop, j'ai réussi par le passé, j'ai les outils, il me manque des choses. Et je vais remonter en selle et... Enfin, moi, j'ai juste envie de dire, d'abord, c'est oser sortir du tabou, oser sortir de la honte, demander de l'aide. C'est super important. Après, ben, voilà, il y a plein d'outils à notre disposition. Chacun va trouver le sien. Il y a un grand addictologue français qui dit toujours « Un toxicomane, une histoire, une manière de s'en sortir ». Et ça résume assez bien le parcours, je trouve. Et puis après ça, ben, n'abandonnez pas. Ne pas abandonner parce qu'on a... Moi ce qui m'a aussi conduit à... C'est un... Comment je vais dire? Un de mes chevaux de bataille, c'est de dire n'abandonnez pas. Pas parce qu'il y a eu rechute. Même s'il y a X rechute. Eh bien, moi j'ai fait 18 cures. D'accord. 18 cures, c'était parfois d'une semaine à 6 mois pour la plus longue. Alors, je ne cautionne pas les 18 cures, mais c'est juste pour dire que c'est possible malgré tout. Parce que moi, je me souviens qu'après ma première cure, j'ai rechuté très très vite. Et je me suis dit, dans ma tête, j'avais droit qu'à une seule chance, une seule cure. J'avais raté. Je ne voyais plus de porte de sortie par rapport à mon alcoolisme. J'étais bien consciente que je faisais souffrir ma fille, ma maman, ma soeur, mon mari. Et je me dis, la meilleure solution, ben, c'est d'en finir. Et j'ai fait une tentative de suicide. D'accord. Mais voilà, clairement, ce n'était pas mon heure parce que je m'apprêtais à sauter par la fenêtre et ma maman et ma soeur sont arrivées au bon moment pour m'arrêter. Et je pense que je ne dois pas être la seule quand on tourne en rond comme ça dans cette prison qu'est l'alcool ou l'addiction, peu importe le produit. À un moment donné, on se dit, on est conscient qu'on fait souffrir, on souffre soi aussi. C'est loin d'être une partie de plaisir, c'est une grande, grande souffrance. Mais non, il ne faut pas lâcher. Même s'il y a des moments comme ça de douleur intense, de doute, de nuit noire, il y a toujours quelque part une solution. J'en suis persuadée. Et puis, parfois, le déclic aussi. Il y a des gens qui vont avoir besoin... Chacun a son déclic. On dit souvent en addicto, ben, chacun doit toucher son fond pour rebondir. Mais chacun a son fond. Le mien n'est pas celui d'un autre. Oui, ça sera l'histoire personnelle de chacun. C'est une histoire personnelle. Je connais des personnes pour qui ça a été le jour où leur femme a dit, écoute, moi je m'en vais maintenant et je prends les enfants. Là, voilà, un monsieur que j'ai connu plus âgé, ben, lui c'est quand il a été grand-père et que sa fille lui a dit, écoute, tu n'auras pas la petite si tu continues à boire. Moi, ça a été le jour où j'ai senti vraiment dans les mots de ma maman, si tu continues, si maintenant tu ne fais pas là cette cure qu'on te demande de faire depuis un certain temps, on va te faire enlever Kelly et tu ne nous verras plus. Elle me l'avait déjà dit par le passé, mais là j'ai senti qu'elle allait le faire. La foi, là du coup, et pourquoi cette fois-là plutôt qu'une autre? Parce que je pense qu'elle était arrivée au bout aussi, et que même si c'était les mêmes mots, l'énergie qu'elle y mettait, elle allait le faire, je sentais qu'elle allait le faire. Et là, pour moi, c'était inconcevable de perdre ma fille. Ça, c'était inimaginable, impensable, inacceptable. Et donc, voilà, j'ai rebondi, j'ai été dans cette cure et ils m'ont aidé à mettre les bases qui font qu'aujourd'hui je suis là et que c'est un travail de tous les jours. Ok. J'ai envie de te demander un petit peu pour le dernier mot de la fin. Aujourd'hui, voilà, quels sont tes projets? Comment tu te sens? Comment tu évolues? Alors, comment j'évolue?
je vis au jour le jour avec tous les outils dont j'ai parlé. Il y a des outils que j'ai utilisés au début, que j'ai pu utiliser pendant un temps, qui reviennent. Ma boîte à outils change avec le temps, avec mon expérience aussi et les expériences que je vis. L'abstinence, c'est une gestion de tous les jours parce que je suis tous les jours confrontée à l'alcool, simplement en allant faire les courses ou en allant chercher du pain. Maintenant, ils vendent de l'alcool en tout cas, chez mon boulanger. Voilà. Mais surtout, je profite de la vie. Si finalement, aujourd'hui, avec autant de recul et une expérience d'abstinence heureuse, ben, je peux dire que je remercie mon expérience dans l'alcool. Parce que c'est celle qui m'a fait devenir celle que je suis aujourd'hui. Et puis, ben, voilà, avec mon expérience, mon vécu et mes acquis professionnels, eh bien, j'espère pouvoir aider les personnes qui sont dans cette situation. En tout cas, je fais de mon mieux. Maintenant, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a aucune garantie de réussite. Et donc, il y a cette formation professionnelle et puis il y a les témoignages que je fais dans différents médias pour parler de cette maladie qui est trop taboue. Oui, parce que tu l'as déjà fait quand même beaucoup, apporter ton témoignage. Oui, je l'ai fait dans les médias écrits, les médias télévisés, qu'on explique un peu ce que c'est cette maladie, que ça peut en être tout le monde. Je ne vais pas dire de 7 à 77 ans, mais facilement aujourd'hui, quand on voit les jeunes de 12 à la fin de sa vie, et toutes les classes sociales. Et que c'est pas une vice, c'est pas un vice, pardon, c'est pas une vice. C'est pas un vice, c'est pas une tare. Et si on sort de la honte, eh bien, les personnes oseront demander de l'aide aussi plus facilement. Et puis redonner espoir par mon parcours qui est quand même pas, je ne suis pas la seule à avoir fait autant de cures et à m'en être sortie, c'est clair. Mais en tout cas, si je peux en parler et redonner l'espoir aux personnes qui vont me lire ou m'écouter, ça c'est déjà... De toute façon, avec ton expérience, voilà, tu ne peux que apporter les bons outils puisque tu les as expérimentés. Oui, tout à fait. Donc après, et tu reçois les personnes ? Je reçois les personnes, oui. J'ai 2 jours de consultation actuellement par semaine. Oui. Et puis ça peut se faire aussi par Skype, par vidéo Messenger, pour les personnes qui sont plus loin, parce que je suis passée sur une télé française et il y a les personnes de France qui me contactent et qui habitent très loin. Donc c'est une possibilité. Et oui, donc tu viens de dire par Skype ou Messenger aussi, oui, c'est ça? Oui, okay. Oui. Donc à distance et en présentiel. Oui, oui. Et puis j'ai ma page Facebook sur laquelle on peut me suivre où que je partage régulièrement des outils, des articles. Et puis je continue à me former aussi moi dans l'accompagnement que je fais. Donc j'ai différents outils. Il y a le Reiki. Je viens de finir une formation en hypnose. Je vais me former encore à d'autres choses parce que j'aime ça. Et toujours pour avoir plus d'outils à mon arc, des choses que moi j'ai expérimentées en tant que cliente ou patiente et qui m'ont aidée et que j'aimerais pouvoir partager avec les personnes que j'accompagne. Super. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, juste merci. Merci à toi. Merci encore une fois de m'avoir donné la parole sur ce sujet. Merci beaucoup à toi. Merci.